Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans quelques mois, la recette fêtera ses 2 ans et il est temps de faire le bilan. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Oui, vous qui écoutez ce podcast, que vous soyez un auditeur fidèle ou occasionnel, je vous invite à faire pause et à cliquer sur le questionnaire que vous trouverez dans la description de cet épisode pour construire avec moi la prochaine saison. Qui avez-vous envie d'entendre sur ce podcast? Quels épisodes vous ont marqué? Je vous ai concocté une série de questions pour que vous me partagiez votre avis et vos envies. Car vos retours sont essentiels pour faire perdurer et grandir ce podcast. Alors d'avance, merci et maintenant, place à l'épisode. On va commencer? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette table ronde intitulée « Bien manger, un acte social ». C'était il y a quelques mois, le 15 et 16 novembre 2024 précisément. J'ai eu la chance d'animer des tables rondes passionnantes avec des intervenants passionnés lors du festival Mission Possible à Bron, près de Lyon, qui pour sa 4e édition a choisi de sensibiliser aux enjeux de notre alimentation. Ces échanges, j'ai donc eu envie de les partager avec vous, ici, sur le podcast, et c'est ce que je vous propose pour débuter cette nouvelle année 2025. Rendez-vous donc ici chaque lundi en janvier pour revivre ce festival avec au menu 3 tables rondes, puis ma rencontre lors de cet événement avec l'ambassadeur de notre gastronomie et ancien chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Et cette semaine, pour cette nouvelle table ronde, je suis entourée de l'historien David Michon, de la chercheuse Margot Dian et du chef étoilé Christian Tête-Doigt pour décortiquer les liens sociaux qui se créent autour du repas. Depuis 2010, le repas gastronomique des Français figure au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et au-delà de notre savoir-faire, c'est aussi la dimension conviviale de nos repas qui a été classée. Car manger ne se limite pas à répondre à nos besoins physiologiques. Il s'agit également d'un besoin social. Et en France, la commensalité, l'acte de manger ensemble, fait partie de notre identité. Ainsi, la France serait le pays où l'on passerait le plus de temps à table. 2h13 en moyenne par jour à boire et à manger ensemble selon l'OCDE. Alors, pourquoi partage-t-on le moment du repas? Pourquoi va-t-on au restaurant? Et que dit la commensalité de l'évolution de nos sociétés? Pour nourrir ce débat, je suis entourée de David Michon, qui est juste à côté de moi. David, vous êtes historien de la gastronomie et enseignant-chercheur à l'université Lyon 2. Et vous travaillez sur les patrimoines alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours. Vous êtes également l'auteur du livre intitulé « 24 heures dans la vie d'un restaurant ». À côté de vous, il y a Margot Dian. Margot Dian, vous êtes maîtresse de conférences en sciences sociales à l'université Savoie-Mont-Blanc, où vous travaillez principalement sur les comportements alimentaires. Et nous avons le plaisir d'accueillir le chef Christian Tête-Doigt. Vous êtes un chef étoilé et engagé. Vous avez reçu le titre de chef solidaire en 2020, décroché une étoile verte en 2021. Vous êtes aussi meilleur ouvrier de France et président de l'association des maîtres cuisiniers. Merci infiniment d'être là, à tous les trois. On l'a dit en introduction, la commensalité est un élément fondateur de notre identité et de notre héritage culturel. Et j'aimerais bien qu'on commence par définir un peu cette notion de commensalité. David, vous êtes historien. Depuis quand cette commensalité, elle s'inscrit dans la culture française de notre pays ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'ailleurs, la commensalité exactement?
Alors déjà, merci de l'invitation, merci à tous d'être présents. L'idée de la commensalité, c'est en fait le fait de partager la table, de partager une même table. Évidemment, on ne peut pas dater ça précisément. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est peut-être pas uniquement français, mais en tout cas, les Français l'ont largement indiqué, noté, en tout cas sourcé, et un historien travaille sur des sources. Et siècle après siècle, à partir des premières mentions de la commensalité, c'est-à-dire environ le XVIe siècle, jusqu'à nos jours, eh ben, on a des indications dans des traités, dans des ouvrages, non pas uniquement sur l'assiette, le contenu de l'assiette des produits, on l'a bien sûr, mais aussi sur le fait de partager un repas et d'ériger même potentiellement ce besoin primaire, à la base, on est d'accord, hein, simplement un besoin primaire, se nourrir, mais en fait justement que c'est pas que se nourrir, nourrir le corps, mais aussi nourrir l'esprit, et nourrir l'esprit, ça veut souvent dire pas tout seul en fait. Nourrir l'esprit, c'est aussi nourrir l'esprit parce qu'on va en discuter, on va en parler, on va en débattre, et ça veut dire qu'on le fait avec les autres, en fait, on le fait avec les autres, avec ses autres convives. Vous avez pu le dire en novembre 2010, quand les Français réussissent à donner une sorte de reconnaissance officielle à une cuisine, en fait non, c'est au repas gastronomique des Français. Et quand on lit précisément, c'est pas très long, hein, je vous invite à le faire, quand on lit ce qui a été officiellement déposé, c'est vraiment un moment social. Et social, c'est quoi ? Le social, c'est le fait d'avoir réuni un groupe d'individus. Et un groupe d'individus qui partagent des choses. C'est ça en fait le social. Et vu que c'est le titre de la table ronde, c'est quand même intéressant. On a toute une littérature sur ces logiques de partage, d'échange, de discussion. Et d'ailleurs, et je finis là-dessus, quand je dis littérature, on a énormément de scènes littéraires qui se passent aussi à table. Et on le voit aujourd'hui dans d'autres productions, comme les films ou quoi que ce soit. Il y a énormément de scènes à table. Et il y en a peut-être un peu plus de scènes à table en France. C'est peut-être notre particularité. Est-ce que j'aurais posé une question, moi ? Ah oui, bien sûr. David, voyons voir. Est-ce qu'on a des dates où on peut se référer pour dire qu'il y a un moment où la commensalité est devenue un instrument de pouvoir ? Bien sûr, on a eu la gastrodiplomatie, on a eu, par exemple, je pense, au congrès de Vienne, etc., on a eu à partir du XVIIIe siècle une vraie officialisation. Quand on va recevoir des autres étrangers, et là je parle les princes, enfin des dirigeants, on va dire des dirigeants, parce que c'est là où on a des sources, eh ben, on va travailler la table, on va vraiment la travailler, parce que c'est aussi un instrument de pouvoir, d'influence, pour justement expliquer tout simplement déjà les richesses d'un pays, mais aussi pour peut-être mettre à l'aise, pour différentes raisons. Et quand on dit gastrodiplomatie, et ça continue jusqu'aujourd'hui, peut-être vous l'êtes, en tout cas je le suis, petit collectionneur de menus, et on a justement certains menus, et menus notamment présidentiels, qui montrent bien qu'on a une très grande importance à donner tel terroir, sur tel vin, sur telle chose, etc. Depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours aussi, d'une autre façon, la gastrodiplomatie est une vérité, est un instrument de pouvoir aussi en France. Et Christian Tête-Doigt, vous aussi, vous êtes un chef investi dans la promotion et le rayonnement de la gastronomie française à travers le monde. Vous le constatez, la commensalité, c'est vraiment une spécificité française ? Oui, alors c'est vrai, comme vous l'avez déjà dit, en France, on passe plus de temps qu'ailleurs à table. Il y a des fois la religion qui crée des occasions de se retrouver autour d'un repas parce qu'il faut fêter certaines fêtes religieuses, etc. Et puis les événements familiaux. Mais c'est vrai qu'en règle générale, au quotidien, on passe quand même plus de temps à table en France que dans d'autres pays. Ça, c'est clair. Je prends bien sûr toujours l'exemple des vilains Américains qui rentrent chacun à leur tour à la maison et qui jettent une pizza dans le congèle et qui la mangent tout seuls devant la télé pendant que les autres sont déjà partis à d'autres occupations. Et la cuisine française, d'ailleurs, est remplie de plats conviviaux à partager. Oui, alors ça c'est vrai que c'est une grande tradition française, puisque du coup beaucoup de nos plats sont des plats de partage. L'exemple du pot-au-feu, de la blanquette de veau, le bœuf bourguignon, tous ces plats mijotés. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai grandi à la ferme, nous étions toujours 20-25 à table parce que j'étais issu d'une famille nombreuse et mes parents étaient maraîchers et agriculteurs, donc il y avait les ouvriers agricoles qui mangeaient avec nous. Et ma maman était toujours bien sûr la première levée, et elle préparait des plats mijotés qui mijotaient toute la matinée, et quand elle arrivait, elle aussi du travail de la terre, les plats étaient prêts et super savoureux parce qu'ils avaient mijoté tranquillement. Margot, peut-être votre définition de la commensalité, vous avez travaillé notamment sur les conditions à réunir pour que le repas partagé soit source de lien.
Donc, pour compléter les interventions qu'il y a eu, là, effectivement, la commensalité, comme l'a dit David, ça peut être défini comme quelque chose d'assez factuel, commensal, ça veut dire partager la table. Après, commensalité, en fait, ça peut se faire aussi un pique-nique, en fait, c'est de la commensalité. Donc, la table, au final, elle n'est pas forcément essentielle. Dans d'autres cultures, il n'y a pas la table. Mais en gros, effectivement, la commensalité, c'est le fait de se réunir avec des éléments communs, assez factuels, qui sont la table, on mange la même chose, on est ensemble, dans le même temps, dans le même espace, enfin, voilà, un peu comme au théâtre, unité de temps, de lieu, etc. Et en fait, nous, on s'est aussi intéressé à savoir comment on passe de quelque chose d'assez factuel, on est ensemble, à quelque chose d'un peu plus riche, et c'est plutôt ce qu'on vit, à la fameuse convivialité. Donc c'est pas juste on se réunit, comment on passe de on est ensemble à c'est chouette d'être ensemble, on partage quelque chose, il y a du lien social, etc. Donc déjà, pour reprendre un peu aussi le petit clin d'œil, la petite moquerie sur les Américains, déjà, il faut se demander mais comment on arrive à faire que cette commensalité, elle existe. Et en fait, c'est aussi tout un ensemble de compétences. En fait, il faut arriver à la mettre en place, cette commensalité, à la maintenir dans les rythmes de vie qui s'accélèrent, dans le fait que, parfois, il y a d'autres occupations, il y a les écrans, on aura l'occasion d'en parler. Donc en fait, c'est un savoir-faire que d'arriver à maintenir ces temps ensemble. Donc bravo si vous le performez tous les jours, d'arriver à vous réunir avec vos proches. Le fait d'avoir envie de partager, de cuisiner pour les gens, tout ça, en fait, ce sont des choses qui contribuent au passage d'une commensalité à vraiment de la convivialité. Et cette commensalité en France s'exprime notamment au restaurant. Manger au restaurant est un acte profondément social. On y va la plupart du temps pour partager un moment de convivialité, justement, avec des amis ou avec de la famille. Et à Lyon, dans la capitale de la gastronomie, on en sait quelque chose. David Michon, vous avez écrit un livre sur les restaurants. Depuis quand existent les restaurants ? Et est-ce qu'ils ont toujours eu cette fonction de partager un repas ? Alors déjà, les restaurants, on va dire, modernes, leur pleine émergence a lieu autour de la Révolution française et au début du XIXe siècle. Leur démocratisation, en réalité, c'est beaucoup plus début XXe. Finalement, de manger à l'extérieur de chez soi, dans un lieu dédié, ça ne va pas forcément de soi. On le faisait plutôt dans des auberges, donc bien avant ces siècles-là, ça se faisait, mais parce qu'on était forcé, on était en chemin et tout, il fallait à un moment donné manger, donc on avait des auberges. Et ce qui différencie les anciennes formes de lieux de restauration du restaurant un peu moderne, donc qui aurait 2 siècles, c'est notamment l'individualisation de pas mal de choses, de la place à table, du plat notamment, qui n'est pas forcément un plat commun où on n'a pas de choix, mais là on a un choix avec une assiette un peu, on va dire, spécifique. Un peu plus tard, le fait de payer aussi précisément ce qu'on mange et de savoir en plus ce qu'on va payer, d'avoir un menu, etc. etc. Il faut vraiment le voir un peu comme ça. Donc on pourrait se dire, mais c'est quand même curieux, parce que ça paraît quand même beaucoup plus large, partagé, même convivial, l'ancienne forme que la nouvelle forme. Mais en fait, le restaurant, c'est surtout finalement un lieu où on se montre. Et c'est curieux parce que c'est quand même une pratique un peu privée, c'est quand même intime de manger. Voilà, on ne mange pas comme ça avec n'importe qui et tout. On le voit bien dans le cadre par exemple du travail le midi, on choisit un peu par moment, pas tout le temps. On a une pratique privée dans un lieu public. Donc on se montre en fait. On se montre, on va au théâtre comme on va un peu au restaurant. C'est pas la même pratique aussi le soir que le midi. Donc c'est en ça qu'en fait le restaurant, encore aujourd'hui, évidemment, on l'avait vu pendant le Covid, on pouvait se poser des questions, mais finalement les gens continuent d'aller au restaurant, on voit bien qu'il y a les livraisons, etc., les choses comme ça, mais il n'empêche qu'on continue d'apprécier d'avoir ces moments partagés-là. Et ces moments partagés, ils se font dans un cadre où culturellement on sait un peu ce qu'on va y trouver, mais on apprécie aussi parce que finalement c'est une expérience. Aujourd'hui on dirait un peu, et ça c'est très 20e, c'est un peu des loisirs. Mais voilà, certains vont plus au restaurant, d'autres vont dans des concerts, vont au théâtre, comme je l'ai dit et tout. C'est cette pratique-là, en fait, qui est recherchée par les gens depuis un siècle et demi, on va dire, à peu près. Vous avez dit expérience, ça me fait penser à l'expérience client dont on parle justement dans les restaurants. Vous, Christian Thédois, vous dites souvent « cuisiner, c'est partager ». Que partage-t-on au restaurant et quel est le rôle des chefs, justement, dans cette expérience que les gens viennent chercher ? On fait un gros travail, nous, depuis quelques années sur cette expérience client pour que les repas se passent le mieux possible. Aussi pour partager notre travail, quoi, toute la recherche qui est derrière, que ce soit sur la mise au point des plats. Par exemple, vous voyez, quand on débarrasse une table, souvent, ou quand on annonce un plat, les jeunes ils disaient « là, vous allez retrouver ». Moi, je dis « non, il ne faut pas dire cette chose-là, les gens ne retrouvent rien. Le chef a imaginé pour vous telle recette,
parce que ce jour-là, au marché, il a vu tel produit, il a pensé qu'on pouvait l'associer avec ça. On fait un gros travail avec nos producteurs, puisque depuis 6 ans, nous ne faisons que du local. Alors là, c'est un travail assez important, puisque ça a pris des années, parce qu'il faut en trouver suffisamment pour pouvoir alimenter un restaurant comme le nôtre. Donc on fait chaque année, d'ailleurs c'est ce mois-ci, dans quelques jours, un grand dîner avec tous nos producteurs et nos éleveurs. On prend tout le restaurant et là on échange sur les espèces, sur les variétés. Et puis chacun dit moi je vais pouvoir mettre ça en production, ça en élevage. Je peux en réaliser telle quantité, qui c'est qui va faire le complément? Parce qu'on a réussi au nombre des années à savoir à peu près les quantités qu'il nous faut. Alors après, il y a toujours l'aléa de la saison, puisque les saisons, malheureusement, ne se passent pas toujours comme on voudrait. Et donc, il y a des périodes avec des canicules, où les légumes arrivent tous en même temps, où ils se mettent en sommeil. Là, pour le coup, des fois, on est obligé de se réadapter au dernier moment. Ça nous oblige aussi à nous challenger, comme ça, quand il y a des problèmes. Et puis donc, à table, eh bien, on explique tout ce travail qu'on fait avec les producteurs. Et les gens s'intéressent vraiment, parce que aujourd'hui, les gens ont quand même compris, dans la plupart, que manger était un acte particulièrement intime et que tout ce qu'on met dans son corps doit être choisi avec soin et cuisiné avec soin. Donc voilà, on explique tout ça aux gens et puis je crois que ça les intéresse beaucoup. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il y a un lien qui se crée donc avec le client parce que vous échangez sur l'assiette, sur la manière dont vous l'avez construit et vous racontez les produits que vous avez utilisés. Vous racontez l'histoire de l'assiette, souvent on dit ça. Et il y a un lien aussi qui se tisse avec vos producteurs, oui, avec les membres de votre brigade aussi, et qui contribuent à cette qualité de l'assiette. Et ce lien-là, il est essentiel aussi. Clairement. Et c'est vrai que hier soir, on a servi des Trévises, vous voyez cette petite salade rouge confit à l'orange. Pourquoi on a fait cette création? Parce que notre producteur, on n'avait pas choisi cette variété-là du tout, mais il n'a pas réussi à les vendre sur le marché. Il nous a appelés au secours. Et donc, comme on avait un plat qui pouvait correspondre et mettre ce légume en garniture, on a imaginé cette association Orange et Trévise. Alors c'est assez long à confire, je peux vous dire que ça prend quelques heures, mais le résultat est incroyable parce qu'il y a une légère amertume, ce côté un peu doux de l'orange, et les deux vont vraiment super bien ensemble. On a réussi un truc qu'on n'avait pas imaginé avant, et du coup ça fait une belle histoire à raconter, et notre producteur Robin, on lui a sauvé un petit peu sa récolte parce que sinon il allait la perdre. Vous allez nous donner faim, Christian Tête-Doigt. On a tous envie de goûter maintenant. Soyez bienvenus. Et justement, ces liens qui se créent autour du repas, Margot, vous avez travaillé sur ces liens et notamment, vous avez travaillé sur les restaurants participatifs. Alors, au restaurant, souvent, on vient avec des personnes qu'on connaît, souvent des amis, des membres de sa famille. La particularité dans les restaurants participatifs, c'est qu'on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer le concept et quel lien se crée dans ces structures? Oui, c'est super intéressant parce que donc, David disait avant, on allait au restaurant, l'auberge, de manière un peu anonyme, avec plein de gens qu'on ne connaissait pas. Et puis là, maintenant, ça s'individualise. Et en fait, il y a une nouvelle forme de restauration qui émerge. Quand on va manger dehors, on veut aussi parfois retrouver cette altérité, aller vers des personnes qui sont différentes de nous, aller vers des personnes qu'on ne connaît pas. Donc moi, j'ai plus spécifiquement étudié des cantines de quartier, à Lyon en plus, donc la Café Tomo, mais les petites cantines si vous voulez y aller. Et donc ce sont des lieux dans lesquels les personnes viennent chercher l'altérité. On va rencontrer des gens qu'on ne côtoie pas habituellement dans nos milieux, parfois on a des sentiments un peu de l'entre-soi, c'est chouette, c'est confortable, mais on a envie d'aller vers autre chose. Et en plus, ces cantines sont généralement... c'est des cantines qui portent une alimentation durable, des notions vraiment de faire ensemble, d'inclusivité, de bienveillance. Donc les personnes viennent chercher ça en fait dans ces restaurants et ils peuvent se les approprier aussi parce qu'il y a des modes de gouvernance dans lesquels généralement c'est des associations. Donc les personnes peuvent être bénévoles. Donc il y a aussi toute cette redécouverte des restaurants, du manger dehors, qui appartient aussi aux commensaux. Et donc sur ce partage qui est un peu périphérique au repas, nous ce qu'on a identifié c'est que la convivialité émerge du fait d'avoir des temps de partage hors du repas. Donc c'était un peu les tâches qu'on peut penser comme ingrates, exactement. Mettre la table,
débarrasser, faire la vaisselle ensemble. Et c'était des lieux, vraiment, les personnes nous en parlaient comme ah bah c'était super. Quand je faisais la vaisselle avec machine, j'ai pu voir que en fait on avait des points communs. Enfin, c'était vraiment un moment de partage, un échange. En fait, ça multiplie les temps d'échange. Et puis ça va encore plus dans l'intime. On fait plus que l'acte vital de manger, parce que c'est quand même ça, manger ensemble, c'est partager un acte vital. Mais en plus, on participe ensemble à œuvrer, et sur ce qui est un petit peu normalement caché. On ne voit pas la vaisselle trop au restaurant, même si je sais que certains restaurants font voir tout ça. Alors que là, on le partage. Donc voilà. Et ce qui est formidable, moi je connais plus les petites cantines parce que je travaille avec eux, c'est ce lien qui est créé entre les générations, puisqu'on retrouve souvent beaucoup de jeunes étudiantes et des dames du bel âge qui viennent participer parce qu'elles ont du temps, parce qu'elles ont envie de partager justement leur petit coup de main, leur petit tour de main. Ça crée là encore des liens assez chouettes. Et justement, manger et cuisiner ensemble, ça donne aussi l'occasion de transmettre. On peut transmettre des savoir-faire culinaires, par exemple, ou même une éducation au goût et au bien manger, des valeurs aussi. Cette transmission dans la cuisine, est-ce qu'elle a toujours existé, David Michon ? Déjà, elle a probablement existé dans une logique de transmission qui vise aussi à former, il faut le dire, notamment des filles, parce que dans le fait de tenir aussi un foyer, sur certaines générations, on a le fait de se dire c'est peut-être toi qui vas assurer la cuisine quotidienne. Donc il faut être formé un minimum à ça. Donc il y avait cette transmission qui est une transmission, c'est une forme aussi d'éducation, et là d'éducation au geste. Mais surtout, et ça c'est peut-être important parce que ça reste encore pleinement encore le cas aujourd'hui, il y a aussi toute une transmission qui est finalement très identitaire. Ça veut dire que c'est tout un patrimoine familial en fait aussi qu'on transmet avec un objet par exemple, le carnet de recettes de la tante, de la grand-mère, du grand-père pourquoi pas, etc. Et l'objet même, alors que, on va être honnête, il n'est pas tout le temps ouvert, il n'est pas tout le temps utilisé, mais en tout cas, c'est un symbole très important, c'est une part aussi de l'identité, et c'est des choses qui fonctionnent. D'ailleurs, ça se vend encore énormément, les livres de cuisine, et donc là, on est vraiment sur du patrimoine. Moi, ça m'interroge beaucoup, et ça m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, où on peut tout avoir sur le smartphone, etc., absolument tout, et bien pourtant, on a ces sortes de carnets qui ne sont pas officiels au sens de tout bien construit. C'est des pages qu'on a rajoutées, c'est des choses qu'on a découpées, c'est des choses peut-être qu'on a photographiées, qu'on a imprimées, on ne sait même plus qui fait quoi, et on ne les a pas toutes faites, les recettes, loin de là, on ne sait plus si ça fonctionne encore, c'est taché, mais c'est un objet en tant que tel, c'est un vrai objet pour l'historien, et c'est passionnant, mais c'est parce que ça retrace en fait des histoires de vie, et notamment des histoires de vie du quotidien. Est-ce qu'en tant qu'historien, tu as pu t'apercevoir que c'était une spécificité française ? Parce que moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, et je me suis rendu compte que la transmission se fait par la parole uniquement. Les gens n'écrivent pas leurs recettes. Vraiment, dans beaucoup de pays. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais un professeur japonais qui est venu et qui s'est rendu compte que même dans les restaurants au Japon, on n'écrit pas les recettes. Et il est en train de faire une thèse là-dessus. Et je trouve ça vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'on peut prouver qu'en France, c'est une... Je ne prétends pas à l'exhaustivité, j'ai peut-être moins voyagé, mais ce que je peux répondre sur ce sujet-là, c'est que, petit 1, il y a une culture de l'écrit qui n'est pas tout à fait le même en France. On écrit plus, on pense justement à écrire, mais surtout, on pense à garder ces écrits-là. Comment ça se fait que ça a été transmis ? Pourquoi ça a été transmis par l'écrit ? Et bien effectivement, ça tient aussi à la culture, où il y a des cultures du geste, parce qu'on accorde du temps à ce geste-là, et parce qu'on a, par exemple, la personne qui va vivre dans la même maison, je pense au Japon, c'est beaucoup plus facile d'avoir une transmission orale et un peu kinesthésique, un peu chaude, on touche, parce que peut-être le grand-père ou la grand-mère vit dans la même maison. Est-ce qu'il y a 3 générations dans une même maison en France? C'est pas la majorité, loin de là, très loin de là. Ouais. C'est plus des pistes pour montrer que c'est très culturel et aussi contextuel. Et justement, Christian Thédois, la transmission est au cœur de vos missions de chef, en tant que président de l'association des maîtres cuisiniers, mais vous avez aussi créé un centre de formation d'apprentis. Qu'est-ce qui est important de transmettre à travers la cuisine selon vous, et à qui ? Alors, la transmission, pour moi, est un devoir, puisque nous sommes que les héritiers d'un savoir-faire ancestral, et je considère que quand on a eu la chance, comme moi, de faire les belles rencontres avec des chefs qui ont pris du temps pour vous transmettre, vous devez derrière de faire la même chose. Après, qu'est-ce qu'on transmet ? On transmet forcément des gestes, des techniques de préparation, donc ça peut être des techniques de cuisson, des techniques de conservation,
de fermentation. Et des valeurs aussi, peut-être. Alors, bien sûr, des valeurs, ça c'est très très important. Et c'est pas le plus facile à faire entendre aux jeunes aujourd'hui. Cette notion de valeur, pour moi, est essentielle. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette école. On travaille beaucoup à leur faire prendre conscience qu'ils sont là pour eux et non pas pour nous ou pour leurs parents. On a mis en place ce qu'on appelle la règle d'or. On les fait travailler sur quel adulte ils veulent devenir, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Parce que la plupart ne se posent même pas la question, quoi. Ils n'arrivent pas à se projeter à demain. Ils vivent l'instant. Il faut les challenger là-dessus parce que c'est extrêmement important pour leur avenir. On a mis en plus, nous, des capsules en plus sur la durabilité. C'est un des éléments qui ne pourront pas faire l'économie dans les années à venir. Ils vont être obligés de s'y consacrer, de s'investir dans cette durabilité, donc l'usage du produit dans sa globalité et le retraitement des déchets, notamment les déchets organiques, puisqu'on essaye de leur faire comprendre qu'il faut redonner à la terre une partie de ce qu'elle nous donne. Voilà, donc on fait du compost et aujourd'hui, le restaurant Tête Vague est quand même une grosse machine, puisque ça correspond à 3 restaurants dans un même site. On a quand même fait 45 tonnes l'année dernière de compost. C'est énorme. On fait aussi quelques centaines de couverts par jour. Et c'est juste de l'épluchage, parce qu'on ne jette rien. On utilise vraiment le maximum. Je peux vous dire qu'on tire, mais n'empêche que ça fait quand même beaucoup de déchets. Et donc, ce sont des valeurs, en effet, essentielles à transmettre. Autour de la table, on transmet donc des valeurs, on l'a dit. Il y a beaucoup d'échanges. Et Margot, quand on avait préparé ensemble cette table ronde, on avait parlé du fait qu'aussi, à table, en France particulièrement, on échange beaucoup autour de l'alimentation. Ça aussi, c'est une spécificité française. Voire lyonnaise. Voire lyonnaise. Oui, parler de ce qu'on mange au repas d'après, alors qu'on n'est même pas à la moitié du repas présent. Alors, moi, je ne vais pas parler de ce point-là spécifiquement, mais du fait qu'effectivement, ce qui se passe à table, on ramène beaucoup de nos valeurs. Donc, en fait, à table, il y a aussi des échanges peut-être plus politiques qui ont lieu, des choses où on partage des valeurs sur le bien-être animal, sur « ah non, moi, je mange que bio ». C'est beaucoup perçu comme des sources de conflits, oh là là, est-ce qu'on va encore réussir à manger ensemble demain, manger la même chose, partager un repas sans que machin dise non mais moi je mange pas de ça, non mais moi je mange plus de ça, non mais pas comme ci, pas comme ça. C'est peut-être que vous l'avez expérimenté dans vos familles. Après les rires, j'entends effectivement que il y a pas mal de réactions. Donc c'est très contraignant, mais c'est aussi ce qui fait que partager le temps du repas, c'est partager une vision du monde un petit peu. Il y a aussi à travers l'alimentation ce qui se passe, la socialisation inversée. C'est-à-dire, c'est les enfants ou les jeunes qui vont apprendre des choses aux générations plus antérieures. Et donc, c'est notamment ce qu'on voit avec tout ce qui se passe dans les écoles, avec beaucoup de sensibilisation. Les enfants reviennent à la maison avec plein d'idées sur ce que c'est l'alimentation durable. Ah ben ça, faudrait le composter. Non, mais ça, c'est du gaspillage. Donc, en fait, il y a des transmissions qui se font dans tous les sens, horizontales, verticales, d'en haut en bas. Donc, c'est très riche aussi. Et continuer ces discussions autour de l'alimentation, même si c'est un petit peu agaçant que machin ne veuille pas manger votre plat et que bidule mange tout, trie un truc. Voilà. Je voulais qu'on parle du rôle de la commensalité dans le bien manger. Évidemment, c'est un vaste sujet. Je voulais justement qu'on prenne l'exemple du repas dans les établissements de santé et notamment dans les EHPAD, car c'est la semaine de lutte contre la dénutrition. Vous, Christian Tête Vague, vous êtes engagé sur ce sujet. Et bien, vous allez commencer. Est-ce que le lien social est un vecteur de bien manger et de santé dans ces établissements? Quel est votre retour d'expérience? Oui, effectivement. Donc, pour petit rappel, moi j'ai aussi la casquette de président national de cette commission de lutte contre la dénutrition. Donc, depuis 3 ans, l'idée est de regrouper un petit peu tous les acteurs du secteur pour voir comment on peut justement améliorer ce qui se fait dans les cuisines des EHPAD. Je ne vous cache pas que c'est un vœu assez pieux, puisque du coup, malheureusement, le budget de restauration dans ces lieux de vie est toujours la barrière d'ajustement des budgets quand ils ont un peu trop dépensé en médical. Du coup, il n'y a plus d'argent pour qu'on puisse acheter des produits frais pour les résidents. Ceci étant dit, évidemment que le moment du repas pour nos personnes du bel âge sont très importants, même si, on ne va pas se mentir, il y en a une grande partie maintenant, parce que les gens arrivent de plus en plus tard en EHPAD, qui n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils mangent, ne voient pas forcément ce qu'ils mangent. Pour autant,
il y en a quand même sur lesquels ça fonctionne, donc on doit quand même s'en occuper. On essaye de mettre plein de choses en place, hein, mais bien sûr, des petits ateliers de cuisine participatifs, ça leur plaît énormément parce que là encore, on recrée du lien social, donc c'est extrêmement important. On essaye aussi de séparer les salles à manger entre les gens qui ont encore envie de se parler, parce qu'il y a ce phénomène-là aussi. Hein. Il y a un moment dans la vie, vous êtes, on vous cale dans un EHPAD, vous n'avez pas envie d'être. On vous met à table avec des gens que vous n'avez pas envie de discuter. Voilà. C'est quand même un moment particulièrement difficile. Il faut effectivement que il y ait quand même un bon plat qui soit à leur rendez-vous. Alors après, c'est super compliqué parce que comme moi je travaille au niveau national, on ne mange pas les mêmes choses du nord au sud et d'est en ouest. Aujourd'hui, on a aussi différentes communautés qui se retrouvent dans les EHPAD. Ça vient aussi encore complexifier les choses. Toutes les études prouvent que malheureusement, plus on avance dans l'âge, plus le goût s'amenuise. Hein. Donc il faut qu'on fasse des plats assez concentrés en saveur, beaucoup de plats mijotés mais avec des concentrations en faisant bien rissoler les viandes pour que les sucres naturels puissent venir apporter cette salinité un petit peu intéressante. C'est un travail effectivement qui me passionne parce que je pense que on sera nombreux à passer cette étape-là avant de partir vers l'au-delà. Et il faut que ça puisse permettre de rendre la fin plus belle. Donc c'est un sujet important et c'est vrai qu'aujourd'hui les chiffres sont quand même assez têtus hein, puisque nous avons 82% des résidents qui arrivent déjà dénutris. Pourquoi ? Parce que la solitude fait que les gens ont moins envie de manger. Ils ont aussi des problèmes de digestion, donc du coup, je vais pas manger ça, ça va me faire du mal. Donc ils mangent toujours les mêmes choses, mais derrière, ils se dénutrissent sans s'en rendre compte. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai lancé mardi, lors de la journée d'inauguration de cette semaine de lutte contre la dénutrition, un nouveau concours de cuisine à Paris pour inciter les jeunes apprentis qui travaillent dans les EHPAD et dans les hôpitaux à travailler sur ce sujet de la dénutrition, qu'on puisse leur transmettre les codes. Et on retrouve d'ailleurs cette idée de transmission, encore une fois. Margot, vous avez travaillé aussi sur ce sujet, vous avez participé à une étude en EHPAD justement sur comment améliorer le moment du repas pour les résidents. Est-ce que vous voulez réagir ? Oui, avec plaisir. Puis c'est vrai que c'est un sujet aussi qui m'inspire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'était un projet où on travaillait sur comment améliorer le temps du repas. Donc il y avait une partie vraiment sur les aliments. Et nous, on était sur l'aspect plutôt social du temps du repas et comment faire en sorte que ce temps du repas soit agréable et dans l'objectif en fait de favoriser la prise alimentaire. C'était ça quand même notre indicateur de réussite, avec quand même aussi un bien-être, même si le bien-être était a priori allait se répercuter sur les prises alimentaires. Quand on se sent bien, on mange bien. Voilà, c'était un peu ça notre idée. Pour décentrer un petit peu, il faut savoir que la commensalité, le fait de manger ensemble, c'est au cœur des recommandations de politique publique sur une bonne alimentation. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui est donc à la base de la campagne qu'on entend tous manger, bouger, donc 5 fruits et légumes par jour, faire ci, faire ça, pas trop de sel, etc. Il y avait une des recommandations de ce programme qui était manger en compagnie. Alors pourquoi on demandait ça ? Parce que c'est en fait manger en compagnie, c'était vecteur de structurer la journée en prise alimentaire parce qu'on se coordonne, ce que je vous disais un petit peu au début, on cale ça dans sa journée, ça régule les prises alimentaires, à l'exception des repas festifs où là on mange trop plutôt, mais une consommation partagée quotidienne, ça va plutôt réguler, c'est ça qui fait qu'on va cuisiner, donc plutôt des produits bruts, enfin ça avait été vu comme vraiment un levier de santé et d'une meilleure alimentation. Et donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu en EHPAD, dans le sens où ça a été un petit peu déroutant. Au début, on a vu que en fait, le temps du repas n'était pas forcément toujours hyper agréable pour les résidents, pour ces questions de placement à table, qui sont en fait pour des logiques un peu de contraintes pour les soignants et les soignantes, qui sont hyper pressurisées. Donc de dire, en fait, on va mettre tous ceux qui mangent pareil sur la même table, tous ceux qui ont tel régime mixé, lisse, pas de sel et tout, parce que sinon, les résidents se donnent entre eux. Ah ouais. Voilà, moi j'ai pas le droit de manger du pain, si mon voisin a le droit, il m'en donne. Sauf que les risques derrière, c'est des fausses routes, c'est des problèmes de santé. Donc les soignants et les soignantes les mettent ensemble sur les tables, ce qui se comprend malheureusement. Et donc il y a beaucoup de conflits à table. Ça se crêpe le chignon, c'est pas toujours agréable, mais quand même, ce temps de repas, ils sont tous un quart d'heure avant à attendre que ça commence, parce que c'est ça qui va rythmer la journée, parce que c'est un temps d'échange pas forcément agréable avec les commensaux, mais avec les soignants, c'est super, parce que les soignants font tout ce qu'ils peuvent, ils sont là. C'est le moment d'avoir de l'attention, d'exprimer aussi
dire ah non, j'aime pas, bah, n'empêche qu'on existe quand on dit j'aime pas. Et donc ça reste un moment super important. Donc on a découvert ça. Et ça faisait écho un peu aussi à des travaux qui avaient été faits à Dijon. Il me semble que tu pourras en dire un peu quelque chose, sur l'importance de l'esthétique de cet environnement qui doit ne plus être un temps d'hôpital. Donc la tenue des soignants doit changer, avoir des nappes, avoir des fleurs, des trucs, recréer un petit restaurant, quoi. Voilà. Vous voulez réagir C'est une jolie passe. David ? Dans les années 2018-2019, ça a peut-être continué après, mais j'ai eu la chance de participer à un projet de recherche qui s'appelait Engage, notamment par l'INRAE Dijon et l'Université de Bourgogne, sur justement le fait de engager, ou plutôt réengager, les personnes âgées dans cet acte alimentaire. Et quand je dis acte alimentaire, c'est pas justement donc la consommation au moment du repas, mais c'est peut-être aussi en amont. Acte alimentaire, ça signifie peut-être des jardins partagés, aller arroser un petit peu le plant de tomates cerises. Donc ça peut être ça peut être les carnets de recettes, des ateliers de carnets de recettes avec une personne qui est un peu spécialisée dans l'écriture ou quoi que ce soit, et là on partage des souvenirs, et on partage pas que la valeur nutritive, on partage des valeurs aussi, tout simplement, on en parlait aussi tout à l'heure. Et en fait ça engage l'acte, parce que c'est plus quelque chose qui déjà est complètement descendant, et on y trouve aussi du sens, et là pour le coup, du sens aussi concrètement à l'assiette, à ce que j'ai dedans. J'ai eu des exemples d'une dame qui me disait en entrée c'est une sorte de purée orange. C'était en fait des carottes, et des carottes froides, voilà, en salade. Mais c'était une forme de purée, parce qu'il y a les changements de texture aussi. En plat, c'était une forme de purée orange. Purée orange, c'était, on va dire, les patates douces, imaginons, voilà, des choses comme ça. Et en dessert, c'était assez sympathique parce qu'ils avaient une sorte de purée orange. En fait, c'est une sorte de salade d'abricots mis en mixé et tout. Mais ça n'engagerait personne à manger ça. Il faut bien vous dire que c'est encore un sujet qui est extrêmement tabou, en fait, la dénutrition chez les personnes âgées. Parce que quand on meurt et qu'on était en EHPAD, ça paraît un peu la suite logique. Mais non, pas forcément. Le temps file et j'aimerais beaucoup qu'on parle d'un autre sujet qui est la commensalité à l'ère du numérique. Parce qu'aujourd'hui, on perd l'habitude. On commence les gros mots. Vous avez vu. Aujourd'hui, on perd cette habitude de manger ensemble. Et même si on mange toujours 3 repas par jour, on ne mange plus forcément au même moment ni de la même façon. Un Français sur 3 prend désormais son repas ailleurs que sur une table, et nous sommes de plus en plus nombreux à manger seuls, et souvent devant un écran. Un tiers des Français utilisent même leur smartphone à table. Ça vous parle aussi peut-être. Est-ce que le repas va encore, pendant longtemps, créer du lien ? David, comment évoluent nos pratiques alimentaires ? Est-ce que nous sommes en train de passer de la table à la tablette ? Belle formule. Belle formule. J'aime bien souvent un peu être piquant dans le sens où il ne faut pas toujours critiquer l'époque moderne parce qu'on peut facilement fantasmer le passé. Je pense souvent au potager du grand-père qui était blindé de produits divers et variés. Mais on fantasme toujours le potager de la grand-mère et du grand-père. Déjà d'une. Pourquoi je le dis souvent ? Parce que vu qu'on parle d'écran, ça fait quand même quelques décennies où les familles mangent largement peut-être ensemble, mais avec la télé qui est un convive parmi tant d'autres. Il faut être honnête. Ce qui a peut-être changé, c'est que mine de rien, la télé, on regarde tous le même écran, donc au final, on peut quand même un peu en partager, on peut réagir, surréagir. Tandis qu'avec ça, c'est sûr que c'est le convive dans un repas à 2. C'est aussi, et pour une fois, c'est pas que Christian qui pose des questions, mais comme ça, je lui poserai la question de comment il gère des gens à table qui vont prendre des photos, ça fait partie de notre quotidien, parce que tout le monde a, ou presque, a un portable là, et vu que, je veux pas être rassurant, mais finalement, c'est un compagnon de route. Pourquoi ? Pour aller chercher des informations sur ce qu'on mange, il ne faut pas être trop optimiste quand même. Pour s'occuper, parce que sinon, de toute façon, on va manger avec la télé ou quoi que ce soit, bon, c'est un palliatif, mais ce n'est pas extraordinaire. Pour répondre vraiment à la question, c'est que nos pratiques changent, nos pratiques bougent. Peut-être aussi que il y a dans des familles, et c'est pas rare, des interdictions par moment. Là, c'est le moment à table, on ne répond pas au téléphone, on n'a pas le téléphone avec soi, et ça réengage pour le coup peut-être. Ça redonne un peu plus d'importance, notamment sociale, puisque c'est le thème, puisque là, on va manger vraiment sans écran. Et pour certains, c'est un peu une souffrance. On attend de sortir de table, enfin, je vais pouvoir le récupérer ou quoi que ce soit. Et au final, c'est peut-être mieux que l'entre-deux.
qu'un entre-deux qui est qu'on mange un peu ensemble parce qu'on doit manger un peu ensemble, mais finalement on est concentré sur autre chose, notamment sur la télé. On a peut-être maintenant, c'est sûr, des extrêmes un peu plus. Voilà, on mange vraiment avec le téléphone, ou alors on mange vraiment sans rien et on se force un peu à se parler. Et très souvent, d'ailleurs, à la fin, on se dit, putain, mais c'était bien en fait quand même. On s'est dit des choses. Des fois, il faut forcer aussi un peu les choses avec des règles. Donc, est-ce qu'il y a des règles au restaurant de non-utilisation du téléphone, Christian? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, ça devient un vrai sujet parce qu'effectivement, quand les gens arrivent au restaurant, ils commencent à se filmer. Alors voilà, je suis en train d'arriver au restaurant Tête-Doigt. Regardez comme c'est beau, il y a une vue incroyable, etc. Et puis après, ils passent à table. Et là, on leur envoie les Saint-Jacques poêlés à l'épice. Et allez, regarde l'assiette, ils font la photo. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils font encore la vidéo en disant « Je viens d'être servi des Saint-Jacques à l'épice. » Et après, ils disent « Ah, c'était pas très chaud. » C'est quand même un peu embêtant. Parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a des cuissons très précises sur notamment les poissons, les Saint-Jacques, etc. Et si vous voulez avoir une cuisson nacrée, ça part pas à 80 degrés, sinon elle est déjà trop cuite. Hein. Donc, si vous mangez pas tout de suite quand vous amène l'assiette, eh bien, ça pose un souci. Pour autant, ça alimente les réseaux sociaux, donc ça participe à quand même une forme de communication, même si des fois j'aimerais bien pouvoir retirer certaines photos que les gens font parce qu'elles sont vraiment nulles, mais ça fait quand même de la com, et donc c'est pour ça que moi je ne l'ai pas interdit. Je sais qu'il y a des chefs qui l'ont fait. Alors quand des fois ça dure trop longtemps, quand on vient d'amener, quand on vient de servir une table de 6 et qu'ils se mettent tous à faire des photos, alors là par contre, comme j'ai des écrans dans ma cuisine, je surveille tout, et là je me pointe à la table et je leur dis, écoutez, on va en faire une tous ensemble, et puis après vous mangez, parce que sinon ça va être froid. Donc je viens foutre le bazar en salle. Donc attention, je vous surveille. Donc le téléphone s'invite à table, oui. C'est un nouveau convive. Margot, vous avez travaillé sur les nouvelles formes de commensalité, et notamment la commensalité digitale. Mais qu'est-ce que c'est la commensalité digitale? Est-ce que c'est encore de la commensalité? Alors là, c'est le moment où on va tous avoir peur. Alors effectivement, nous, on a travaillé sur les influenceuses Elsie, donc concrètement des femmes qui font plein de vidéos. On a travaillé sur une chaîne qui s'appelle Une journée dans mon assiette, je ne sais pas si vous connaissez. Allez voir, c'est assez marrant, même si c'est un petit peu flippant. Donc c'est des filles plutôt qui racontent tout ce qu'elles mangent dans une journée. Moi je fais ci, moi je fais ça, là j'ai fait mon sport, là je me suis levée à telle heure. Enfin bon voilà, du voyeurisme total. Elles font des milliers, voire des millions d'abonnés. Donc on s'est intéressé à ça quand même comme phénomène, et comme elles sont étiquetées Elsie, on voulait savoir concrètement qu'est-ce qu'elles promeuvent en termes d'alimentation saine. Mais là, c'est pas le sujet, c'est quand on a vu ça, on s'est dit quand même, elles mangent vraiment tout le temps toutes seules. Elles n'ont pas l'air du tout synchronisées avec les autres, et donc on a regardé, mais qu'est-ce que c'est la commensalité à l'ère du numérique, etc. Et en gros, c'est pas nous qui avons fait cette typologie, mais je vous décris, il y a en fait plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle la commensalité digitale, qui est la grande famille de quand on mange et qu'il y a un outil technologique qui est là. Et donc les deux sous-catégories, c'est celle qu'on conçoit assez facilement, parce qu'on l'a peut-être vécu tous pendant le Covid. Il y a la commensalité à distance, c'est-à-dire, on fait une visio pendant qu'on mange, pour manger ensemble, on s'appelle. Et après, il y a tout ce qui est la commensalité virtuelle. On rebat complètement les cartes de la commensalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas ensemble et on n'est pas synchro. C'est tout ce qui se passe sur les fameux partages de photos, le fait de regarder des gens en train de manger. Un truc encore plus flippant, c'est le mukbang. Ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'un et l'autre, voilà. Faites-nous peur, allez-y. C'est le fait de regarder des gens en train de manger, mais manger, se baffrer, quoi. C'est des plateaux entiers de fruits de mer, et on les regarde manger ça. Donc ça, c'est une nouvelle tendance. En France, ça ne perce pas du tout, mais aux États-Unis et plutôt dans les pays asiatiques, c'est un phénomène de société. Donc on verra si ça vient par ici. Jusqu'à se rendre malade, quoi. Oui, puis ça va à l'encontre de tout. Enfin, c'est du gaspillage ingéré. Enfin, c'est vraiment très perturbant ce phénomène, mais ça marche très bien. Plus soft, et ça, par contre, c'est vraiment pratiqué, c'est le fait de s'envoyer des photos de ce qu'on mange. Il y a un peu débat chez les chercheurs sur est-ce que c'est de la commensalité. Il y en a qui disent que ça participe de l'expérience alimentaire et du partage. Ça, en fait, ça fait discuter ce terme de partage. C'est quoi le partage ? C'est raconter ce qu'on a mangé. Est-ce que c'est pas un peu en faire part, donc le partager Donc voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est d'ailleurs partager sur les réseaux sociaux. On partage sur les réseaux sociaux. Est-ce encore du partage ? Voilà.
Regardons ces nouvelles formes de commensalité comme des faits qui existent, qui ont quand même des avantages, des personnes qui vivent seules et qui sont moins isolées du fait de partager, de pouvoir appeler quelqu'un pendant qu'on mange, de ne pas être tout seul et dire « Ah, tu manges quoi ? Ah ouais, moi je me suis fait ça. » C'est une forme de partage. Tu veux rebondir ? Comme je peux rebondir, hein, je ne Vas-y. suis pas très souple. En fait, c'est une réflexion, mais ce n'est pas encore une étude ni un projet de recherche ou quoi que ce soit, sur le fait de partager et d'envoyer des choses. Par exemple, une photo du plat que j'ai mangé hier chez Monsieur Tête d'Oie, pourquoi pas. Ça n'a pas existé, hein, je ne sais pas, hier soir, bientôt. Et là, c'est face à une communauté, et il y a normalement un côté un peu voyeuriste, social aussi, il faut bien le dire, j'ai pu m'offrir ça, etc. Et la grosse différence quand même, c'est l'envoi par MMS, par WhatsApp, etc., d'une photo à un petit groupe d'amis, à la famille. Et donc, c'est pas le même rapport, et pour pas être dans un optimisme béat, mais là, on peut dire aussi que c'est des pratiques en fait de discussion autour de la table, de parler de ça, et finalement, la cuisine, même s'alimenter, sujet un peu trivial il y a quelque temps, érigé comme une sorte de science, et pas uniquement une science au sens d'une technique, c'est devenu aussi un art. Et c'est devenu un art parce que c'est l'art aussi d'en parler, une des définitions de la gastronomie. C'est l'art d'en parler. Et au final, est-ce que c'est pas ça aussi oui, on mange un peu tout seul, et je le dis pas parce que je le fais beaucoup ça, mais par contre je vais prendre en photo, je vais envoyer parce que à tel endroit là, il y a une andouillette triple A, et en plus on choisit à qui on va l'envoyer. Juste rapidement, mais oui, je pense que ce que tu soulignes c'est très intéressant parce que ça souligne le chantier qui s'ouvre pour nous chercheurs, chercheuses et tout professionnels de délimiter en fait qu'est-ce qu'on partage quand on partage de telle ou telle manière avec ces outils digitaux. En fait, les mêmes questions qu'on s'est posées sur qu'est-ce qui se passe quand on est autour d'une table, comment on fait lien social, convivialité, comment on transmet des choses, et poser la question de est-ce que ces partages factuels de photos, ils créent tout ça ou pas. Et ça pose la question de à quoi ressemblera demain notre commensalité. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question qui est très vaste, ou sinon, vous avez le droit à un joker. Le joker, c'est vous avez le droit aussi de nous raconter une anecdote de commensalité qui vous a marqué. Le silence règne. Allez, moi, je commence rapidement. J'ai envie de vous raconter cette petite anecdote sur les petites bouchées là qu'on avait proposées en EHPAD. Donc, c'était revisiter des petites mousses, mais suffisamment texturées pour que les gens puissent les manger seuls, à la main, des personnes qu'on devait alimenter. Donc, on était super enthousiastes sur l'effet que ça allait avoir sur la prise alimentaire des personnes âgées. Ça a été un fiasco total. Parce que gap générationnel, en fait, c'est des personnes qui sont pas du tout habituées à manger avec les mains, pas la génération frites, burger, enfin de manger avec les mains, c'était inconcevable. Donc ça a été un fiasco total. En tant que chercheur, c'est super intéressant ces expériences-là parce que ça nous rappelle un peu des réalités de terrain, et ça, moi j'adore. Et par contre, en termes de lien social, ça a été super chouette parce qu'ils étaient tous d'accord pour dire que ce qu'on avait proposé c'était nul. Et du coup, il y a eu une super ambiance ce jour-là, même s'ils étaient hyper frustrés de ne pas pouvoir manger ce qu'on avait proposé. Mais voilà, c'était une chouette expérience entre eux d'être d'accord contre l'expérimentation. Et voilà, très instructif à plein de points. Le lien social se trouve là où on ne l'attend pas. Exactement, il faut savoir le saisir, même quand on est déçu, et que c'est quand même chouette. Sur l'anecdote, peut-être que j'ai ouvert les yeux à 13 ou 14 ans, où j'ai remarqué que le repas de Noël du côté paternel, où on était 20-25, en fait, il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. J'avais jamais vraiment remarqué ça. Peut-être pour une logique de sujets en commun, de passion, de trucs, je sais pas. En tout cas, la moitié féminine de la table était plus proche de la cuisine. Il se trouve qu'avec hasard total. Il se trouve qu'avec mon épouse, on a repris un peu, enfin on reçoit une grande partie de la famille à Noël, et non pas qu'on a voulu changer les choses, mais aujourd'hui on est beaucoup plus varié, changement de génération, de choses, etc. On est un peu plus mélangé. Je vais vous révéler quelque chose. On discute quand même. Ça marche aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une anecdote marquante. En tout cas, ça peut peut-être donner à réfléchir avec, justement, pour conclure sur quand même ce très beau sujet, sur la notion de partage. J'ai passé un bon moment, mais c'était bon. Ben non, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'étais content socialement d'être avec ces personnes-là. On le disait un peu en introduction, c'est peut-être aussi très français parce qu'on attache beaucoup d'importance. Si on est plus de 2 heures à table, tant mieux si ces 2 heures-là se passent très bien. À tout point de vue, de l'assiette jusqu'au partage, jusqu'au verbe, etc. etc. Donc
Continuons à cultiver ça, à s'interroger là-dessus, je pense, c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, plus on s'interroge, et on est un peuple un peu comme ça, des fois on dit, oh, on est ronchon, on est contre les choses, on est râleur et tout, mais en fait, si on s'interroge dessus, c'est qu'on y tient. Donc là, on en discute, et je suis pas certain que dans beaucoup de villes dans le monde, on consacre des jours pour justement discuter de tous ces sujets-là, parce qu'on a plus de questions que de réponses, mais de mon point de vue, c'est ça qui est très intéressant. Et le plaisir des papilles se mêle au plaisir d'être ensemble. Est-ce que, Christian, vous voulez partager un mot de la fin Oui, écoutez, on pourrait partager plein de choses, mais c'est vrai que j'ai été invité en 2014 à réaliser un grand dîner pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est un sujet forcément qui fait écho aujourd'hui. Autour de cette table, il y a eu des échanges plus que cordiaux, et quand je vois où ça a amené derrière, donc je pense que ça a ses limites aussi. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, ça m'intéressait de parler de la commensalité et du pouvoir, parce que des fois, j'ai eu le sentiment, souvent, parce que j'ai participé à beaucoup de grands dîners comme ça, que c'était un outil pour montrer son pouvoir à l'autre pays, plus que de l'accueil sincère. Oui, voilà, donc elle sera ce que nous en ferons. Ce sera la conclusion, mais on va d'abord vous donner la parole avant de terminer. Il y a des micros qui passent. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. On vous écoute. Moi, je voudrais interroger par rapport au fait d'aller au restaurant, qui est une vraie démarche de sortir, d'aller vers l'autre, de se retrouver dans un lieu où il y a du plaisir. En plus, on est servi, donc c'est quand même super. En tout cas, moi, je suis une adepte du restaurant, comme je peux. Merci, madame. Mais je m'interrogeais quand même sur la question des personnes qui sont en précarité et qui peuvent ne jamais aller au restaurant. Parce que je fais une différence entre les petites cantines au restaurant, où du coup au restaurant on choisit les amis avec qui on va, et du coup où les petites cantines c'est quand même autre chose. Enfin, je faisais la différence. Comment vous voyez cette question-là? Parce que c'est quand même une exclusion d'un temps qui peut effectivement être plaisir, et c'est quand même pas rien dans la vie de quelqu'un. Alors, j'ai un peu honte parce que j'ai pas travaillé dessus pour ma défense, mais il y a des restaurants qui existent, alors c'est plutôt à Paris, l'expérience du restaurant avec toute la dignité qu'elle est censée apporter pour tous les publics. Il me semble qu'ils ont des politiques de prix libres, mais très discrètes, très bien faites. Les gens sont reçus vraiment comme tout un chacun quand il va au restaurant. Mais il y a des réflexions là-dessus, effectivement, parce que l'expérience de restaurant, elle devrait être pour tout le monde. Et effectivement, les petites cantines, c'est à part. Après, il y a les restaurants d'écoles hôtelières qui sont souvent des prix assez intéressants aussi. Et ça encourage les jeunes qui sont apprenants. Mais merci pour la question là, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je rappelle que l'histoire des restaurants est aussi une histoire de catégorie sociale spécifique. Mais si on est notamment au 19e siècle, vous aviez à la fin d'un service des personnes qui s'occupaient de récupérer certaines marchandises non consommées, non vendues, etc., pour vendre ça, notamment à Paris, pour vendre ça hors des barrières de l'octroi, en gros hors de douane. Et comme ça coûtait encore moins cher, et donc on avait d'autres types de restaurants. On peut se satisfaire, on va dire aujourd'hui, d'avoir peut-être surtout peut-être en France, un échantillon vaste quand même de différents restaurants. Tout point de vue, tant dans les cuisines même que peut-être aussi dans la gamme des prix, probablement. Mais il n'empêche que là où on nous dit, là c'est 15 ou 20 euros le menu et tout, donc ça va, c'est les premiers restaurants. Mais non, mais il y en a quand même beaucoup qui ne peuvent pas s'offrir ça. C'est clair. C'est quand même pas évident et pas donné à tout le monde. Moi, j'ai posé cette question parce qu'on entend les gens le dire quand ils disent mon pouvoir d'achat. La première chose qu'ils disent, par exemple, je ne peux pas aller au restaurant. Alors ils disent le ciné, mais je ne peux pas aller au restaurant. Et moi, du coup, j'ai écouté ces discours-là en me disant, c'est quand même pas rien de dire ça. Et je trouvais que du coup, cette conférence, elle tombait bien parce que ça permettait de redire ce que c'était le restaurant. Non, mais vous mettez le doigt sur un truc hyper important et clairement pas résolu. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, vous n'êtes pas la seule, madame, à vous poser cette question et qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place, même si, comme vous le disiez, Margot, ce n'est pas résolu. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? J'avais juste une petite observation. Je voudrais vraiment louer l'initiative que vous avez eue, Christian Tête-Doigt, pendant le confinement, à l'IHOP, au Centre Léon Bérard, d'aller en période d'inactivité des restaurants, vous mettre au service des cuisines des personnes hospitalisées. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. Merci de le rappeler, c'est gentil. Effectivement, j'ai été bénévole pendant 9 mois et demi et j'ai eu juste un reproche, c'était les soignants qui ont pris un peu de poids. Mais j'ai repris le travail au bout des 9 mois et demi, un peu épuisé pour tout vous dire quand même, parce que on faisait quand même 1200 couverts jour. Bien sûr qu'il y a eu des personnels qui se sont en arrêt
à cause du Covid. Moi, j'ai échappé. Donc, des fois, je me suis retrouvé à 3-4 en cuisine pour faire ce nombre de couverts. Et quand on brasse 60 à 80 kilos de viande dans une sauteuse énorme, je peux vous dire que, par contre, je me suis remusclé un petit peu. Alors, faites gaffe. Mais par contre, les patients, j'ai reçu des témoignages juste incroyables. J'ai trouvé forcément beaucoup de plaisir. Alors, aussi des moments de tristesse parce que, bien sûr, quand on vit tous les jours 7 sur 7 dans un hôpital et qu'on commence à connaître les patients et qu'on apprend qu'ils sont partis, il y a des moments plus difficiles, surtout quand c'est les enfants et les HEP. Merci infiniment à tous les trois. Merci pour votre écoute. Lundi prochain, ne manquez pas ma conversation avec l'ambassadeur de notre gastronomie, Guillaume Gomez, qui nous racontera son engagement pour valoriser notre patrimoine culinaire, mais aussi son parcours et les coulisses du Palais de l'Élysée, où il a cuisiné pendant 25 ans au service de 4 présidents. Abonnez-vous pour ne pas en perdre une miette, et à lundi.